Alors, je vais le caricaturer un peu, mais quand on a envie de s'inquiéter de l'avenir, on peut s'inquiéter de l'avenir en lisant votre livre, où l'on voit se dessiner un hyper-empire, hyper-marché, hyper-surveillé, qui risquera de dégénérer dans un hyper-conflit. Vous allez me dire, ça se finit bien, il y a une hyper-démocratie à la fin, mais on n'est pas sûr d'être encore vivant à ce moment-là. Le scénario, c'est celui d'une généralisation du modèle des démocraties de marché, comme vous les appelez, jusque dans les années 1935. 2035, excusez-moi. À l'Inde, même à la Chine, je relisais un petit peu le livre tout à l'heure, donc la Chine deviendra démocrate en 2035. Donc on est en quelque sorte jusque vers 2035 et un petit peu au-delà dans la réalisation de la prophétie de Fukuyama. Le modèle de la démocratie parlementaire se généralise à la planète tout entière. C'est à partir des années 2050 que les choses vont commencer à se gâter, qu'on va basculer dans l'hyper-conflit, l'hyper-terrorisme, et dites-vous que le capitalisme commencera à supplanter la démocratie, à se retourner contre la démocratie. Et puis après, beaucoup plus tard, les choses s'arrangeront. On arrivera à l'hyper-démocratie avec le soin accordé au relationnel sur la concurrence, etc. Donc je ne résume pas trop mal apparemment. Bien. Alors, il y a des étapes plus sophistiquées. Il y a plein d'étapes intermédiaires, mais je vais au scénario de l'ensemble. Alors moi j'aimerais bien qu'on discute ça, parce que ça encadre un petit peu toutes les discussions qu'on a là, par rapport à ce que disait Bernard Stiegler tout à l'heure. Est-ce qu'effectivement on est bon an mal an malgré toutes les difficultés environnementales, les problèmes de la croissance, etc. Est-ce qu'on est dans une trajectoire positive qui nous amène jusque vers 2050 à une généralisation de la démocratie grâce au marché fondamentalement? Parce que c'est ça qui est sous-jacent à votre raisonnement, c'est que l'extension du marché entraîne pour l'essentiel l'extension de la démocratie. Ce qui me paraît problématique. Dans la pensée de l'articulation entre économie, entre marché et démocratie, bien sûr les deux vont ensemble, en tout cas pour la démocratie moderne. Mais vous faites le choix, me semble-t-il, de privilégier un déterminisme économique, c'est-à-dire l'idée que le marché, la généralisation du marché, vient avant celle de la démocratie. Ça me paraît problématique. Voilà. J'essaie de montrer qu'il y a... Juste en deux mots, pour situer un petit peu le cadre de la discussion. Moi, je serais beaucoup plus pessimiste que vous sur l'état même actuel de la démocratie, qui vous semble... Je ne la vois pas du tout généralisée. Peut-être un petit peu en Amérique du Sud et puis en Inde. Mais pour le reste, elle est en régression. Et par ailleurs, je rejoindrai Bernard Stiegler sur ce point-là. Même dans les démocraties occidentales, la question de savoir qu'est-ce qui reste réellement de démocratie commence à devenir problématique. Pour moi, il y a 5 étapes devant nous. Il y a la prolongation de l'Empire américain. Il y a son déclin, suivi de la juxtaposition de 11 puissances qui se partageront le pouvoir, parce que je ne crois qu'aucune puissance ne va pouvoir remplacer l'Empire américain. Ensuite, il y a une étape très importante où je crois que le marché sera plus fort que la démocratie. Que l'équilibre entre marché et démocratie qui existe à l'intérieur d'une nation ne pourra pas exister à l'intérieur de la planète, parce que le marché a une capacité de se généraliser, de devenir universel, alors que la démocratie n'a pas cette capacité. Le marché est sans frontières, la démocratie a besoin de frontières. Le marché devient mondial, la démocratie n'est pas mondiale et ne sait pas se mondialiser. On voit bien qu'elle ne peut même pas se créer au niveau de l'Europe. Donc on aura une étape, la troisième pour moi, vers 2030, où on aura un marché planétaire, où le pouvoir sera assuré par des substituts aux États, qui seront pour moi les compagnies d'assurance et les organisations de distraction, l'un pour permettre de ne pas voir et l'autre pour surveiller ceux qui veulent voir. Et les compagnies d'assurance seront les substituts des nations en termes des États en capacité de protection. Il y a encore des démocraties sans État et sans nation. Non. Alors à ce moment-là, il y aura. Donc ça, c'est la troisième étape. Là, c'est le chaos total, parce que le marché est efficace mais injuste. Donc on arrive à une extrapolation, une exacerbation des inégalités, des injustices. La fin des États, ça veut dire les armées privées, ça veut dire les désordres absolus. Et là, on arrive à la quatrième étape, ce que j'appelle l'hyperconflit, c'est-à-dire la violence totale et une guerre absolue où il n'y a même plus une guerre entre nations, mais une guerre totale et d'une brutalité extrême. Dans les années 30 du siècle dernier, des tas de gens avaient vu ce qui allait se passer. Des tas de gens disaient on peut éviter Hitler, on peut éviter la Seconde Guerre mondiale, il suffit de faire une Union européenne avec une union complète des nations européennes. Tout ça avait été écrit, il y avait même un traité européen qui avait été écrit en 1929 par Keynes, Aristide Briand et Walter Stresemann. On n'a quand même pas évité la guerre. Donc moi je dis ce que je vois comme inévitable, mais je crains que comme pour la Seconde Guerre mondiale, il ait fallu la guerre pour faire l'Union européenne et pas l'Union européenne pour éviter la guerre. Monsieur Attali, je suis finalement plus optimiste que vous. Je vais vous dire pourquoi. Parce que votre raisonnement qui consiste à dire qu'il n'y a que le marché qui peut finalement être efficace, je crois, n'est pas juste. Et suicidaire. Je vais vous dire pourquoi je ne le crois pas. Parce que le marché
nécessite des relations de confiance et un système relationnel qui fonctionne bien. Or, le marché est arrivé à un point aujourd'hui autodestructeur par rapport à cela. Je crains qu'il n'y ait de grandes catastrophes bien plus tôt que dans la chronologie que vous évoquez, et qui oblige finalement à transformer les systèmes relationnels. Vous parliez des assurances. Il n'a pas dû vous échapper qu'il y a environ un an, une grande assurance suisse, dont j'ai oublié le nom malheureusement, a déclaré que finalement il fallait prendre très au sérieux les accords de Kyoto, qu'il fallait absolument que les assurances jouent le jeu, parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement, tout simplement. Elles seront un substitut du gouvernement mondial en attendant qu'il se mette en place. C'est Gotham City, immédiatement, regardez. Ici, les bâtiments se dressent vers le ciel à des hauteurs vertigineuses. Et la nature a conquis les sommets de la métropole. Mais la véritable révolution reste cachée. Les hôpitaux, la police, les pompiers et les gares sont inextricablement connectés entre eux via des milliards de puces informatiques comme les cellules du corps humain. Dans 50 ans, une seule unité centrale très performante constituera le cerveau de cet immense réseau, comme le font aujourd'hui les centres de contrôle du trafic. Mais sa tâche sera bien plus ardue. En cas d'urgence, toute la ville pourra être pilotée par ordinateur. On pourra arrêter les centrales électriques et diriger les trains et les voitures comme des jouets. En dessous, on peut lire l'inscription en latin « Novus Ordo Seclorum ». Nouvel ordre mondial. Alexandra Marie. Devant quelques 150 chefs d'État et de gouvernement, le premier grand oral pour Nicolas Sarkozy. Dans son intervention, le président français a appelé au renforcement du rôle des Nations Unies. Il a surtout plaidé pour une conception nouvelle des relations internationales. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. Vous êtes tous, dans vos livres, dans vos raisonnements, on voit tous que vous nous promettez une surveillance accrue, une hyper-surveillance. On va être dans même une auto-surveillance. Une auto-surveillance, c'est-à-dire cette surveillance, elle est dans tous les sens. On va devoir surveiller tout le monde, on sera tout en permanence surveillé. Il va falloir surveiller les machines, il va falloir surveiller toutes nos créations, de peur qu'elles nous dévorent. Pourquoi est-ce que cette surveillance vous semble-t-elle aussi inexorable? Il n'y a pas de société sans règles de droit ou sans système qui maîtrise les pulsions. Pour que les sociétés y arrivent dans l'illusion de la liberté individuelle, l'illusion de la liberté individuelle, il faut créer les conditions d'avoir si peur de ne pas être conforme à la norme qu'on se surveille soi-même pour être conforme à la norme. On crée, pour des raisons tout à fait honorables, toute une série de structures, de paramètres de la normalité qui fait qu'on va surveiller son propre écart à cette normalité. Et ça, les compagnies d'assurance vont être des acteurs déterminants. Qu'il s'agisse de la sécurité sociale publique ou des compagnies privées, ils vont être déterminants et les technologies viennent là à temps pour le permettre. C'est donc une ruse d'une liberté où on se croit libre, mais on est simplement libre de créer les conditions de sa propre jouissance de la servitude. Là encore, vous nous donnez une version quand même un tout petit peu rose de la surveillance. J'ai appelé ça jouissance de la servitude. Voilà. A new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance with this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Le moment est venu de lui donner un nouvel élan. Ce qui a été accompli ces dernières années est loin d'être négligeable. "200 years ago, a famous British Foreign Secretary said that the new world had been called into existence to redress the balance of the old. In 1990, another old world ended, dominated by the Cold War, and people talked then, in 1990, of a new world order. What they actually meant then was a new political order. And what was not foreseen then, but is obvious now from everything that we see and do, what we experience in every day of our life, is the sheer scale and speed and scope of globalization. And it's only now that we can begin to understand that the world order that globalization brings
and what it's going to look like. It's driven forward now not just by the balance of military strength, the Cold War times. Ce qui me frappe et qui m'inquiète un petit peu, vraiment, qui me terrorise un peu dans la discussion, c'est que finalement, on voit totalement disparaître l'idée d'un idéal politique, d'un idéal démocratique. Alors, il y a de la surveillance, et je rejoins ce que disait Bernard Stiegler. À partir du moment où il n'y a plus de filia, il n'y a plus d'être ensemble, puisque les individus ne sont pas reliés par un projet politique commun, il ne peut rester que des règles de la gouvernance, des règles et de la surveillance. Mais c'est comme si, sans crier gare, nous avions tous abandonné cet idéal d'une communauté politique démocratique. Alors il reste ce que Jacques Attali appelle de la démocratie de marché, qui fonctionne à la gouvernance, mais l'idée d'une entité politique a complètement disparu. Et du coup, ça me confirme un peu dans mon diagnostic pessimiste, plus pessimiste que le vôtre, sur le fait que la démocratie est déjà considérablement atteinte. Alors s'il est considérablement atteinte et qu'il faut attendre, c'est un peu le pronostic de Jacques Attali, qu'il faut attendre quasiment 80 ans pour qu'elle renaisse sous la forme d'une économie du don solidaire, etc. Et planétaire. C'est quand même très très problématique. Et personnellement, d'ailleurs, je ne crois pas du tout que les choses puissent fonctionner uniquement en réseau, par une bienveillance généralisée à l'échelle mondiale, sans que se restructurent des communautés politiques. Mais je rajouterai une question, puisque la question s'est posée, un certain nombre de penseurs la posent aujourd'hui. Est-ce que la démocratie n'a pas trouvé ses limites? Parce qu'aujourd'hui, face à des problèmes mondiaux, des problèmes planétaires, la démocratie ne serait plus légitime à pouvoir les résoudre. La démocratie ne peut se traiter ou être efficace qu'à l'échelle planétaire. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas. Donc, elle a trouvé ses limites, la démocratie. Non, elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. Il suffit. Ouais, ça fait peur. Renaud Muselier, député et ancien ministre du Développement local, est un proche de Nicolas Sarkozy. Et il souhaite que la France devienne le nouvel interlocuteur incontournable des Israéliens, quitte à faire un peu d'ombre aux États-Unis. Elle doit peser à l'intérieur de l'Union européenne. Les Américains ont montré la limite de leur exercice et ils traînent avec eux quand même le passé irakien. Mais je pense qu'on a plus de crédibilité, nous, plus que tout autre peuple au monde, à parler au peuple arabe modéré. Selon des sources étrangères, Israël disposerait de 200 bombes nucléaires qui seraient stockées en divers endroits du pays. Des articles ont été publiés il y a 20 ans dans le Sunday Times londonien avec les révélations d'un technicien israélien du nucléaire qui d'ailleurs a écopé 18 ans de prison pour cela. Et puis, bien entendu, on sait également qu'Israël a les capacités balistiques qui vont avec le nucléaire puisque Israël est capable de lancer ses propres satellites. La question iranienne est au cœur des discussions entre les députés français et leurs interlocuteurs israéliens. Les positions françaises sur la question sont au diapason de celles avancées par Jérusalem. Il a un ton qui rappelle étrangement Hitler ou des gens qui sont des gens totalitaires. Donc il vaut mieux taper les premiers, quoi. במתקן הזה, כפי שטרם נראה על מסך הטלוויזיה. בואו ונראה. רק ככה, מהחלל אפשר לצלם את האתר הזה. עד היום ראינו אותה רק מרחוק. והוא לקח אותנו פנימה, לתוך הכור. הצרפתים בנו אותו, כור מים כבדים בשנונה מ"מ2, מחלקת מתכות 2, וכאן הם מורכבים יחד לפצצה גרעינית. Les régimes totalitaires d'hier ont prétendu établir une liberté collective au détriment des libertés individuelles. Il me semble que nos sociétés, depuis 20 ou 30 ans, sont en train de faire la chose symétrique. C'est-à-dire réalisent la liberté individuelle dont parlait Jacques Attali, mais au détriment des libertés collectives. Et de ce point de vue-là, elles sont sorties de l'ordre de la démocratie, à peu près de la même manière que les sociétés totalitaires d'hier. Car aux États-Unis, dans cette élection américaine, on essaye de refiler au monde un candidat qui s'appelle Bloomberg, de l'agence Bloomberg, qui est multimilliardaire, qui a gagné 11 milliards de dollars de la façon la plus douteuse depuis une trentaine d'années. Cet homme-là, promu par des intérêts qui veulent contrôler le monde, cet homme-là, qui est allié à McCain, candidat possible républicain, et à Joe Lieberman, l'ancien démocrate passé devenu je ne sais pas quoi, ce milieu-là essaye de produire un homme qui soit une sorte de Mussolini à l'image du XXIe siècle. Et c'est cela qui débarque sur la scène politique aux États-Unis et qu'il nous faut arrêter. Et si vous ne me croyez pas, eh bien,
pensé il y a 6 mois, vous auriez jugé cette crise financière qui se produit aujourd'hui, elle aussi comme incroyable. Eh bien, elle s'est produite, je l'avais annoncé, je l'avais dit, M. Larouche l'avait dit avant moi, voilà, nous y sommes. Nous sommes à un moment décisif, et si vous pensez que nous sommes ici un peu choquants, que nous choquons, que nous disons les choses un peu brutalement, même très brutalement, parce que le moment est venu, eh bien, il faut choquer dans ces moments de crise si on veut être sincère. Et nous sommes face à une désintégration de l'économie mondiale que si elle continuait, porterait des conséquences très graves, destruction de la population, abaissement de la population dans le monde, car l'économie ne créerait plus les ressources pour l'avenir, pour les générations futures, et il y aurait un malthusianisme, à force de nous faire les poches, la main invisible d'Adam Smith et de David Ricardo nous réduirait à une nouvelle forme de misère dans laquelle certains, au sommet, garderaient leur pouvoir et toute la base sur laquelle ils reposent s'effondrerait. C'est-à-dire qu'eux-mêmes n'ont pas une politique pour l'avenir, ils ne pourraient créer qu'un chaos. Et de chaos ne sort jamais un ordre nouveau. Il sort toujours un effondrement, une destruction sociale. C'est cela qu'il faut empêcher pour qu'il n'y ait pas, comme après la crise de 29, pour conséquence des régimes totalitaires, mais que cette fois-ci, on aille vers un développement mutuel, vers un nouveau Bretton Woods, vers un développement de la croissance, de la richesse, et qu'on arrive enfin à sortir de cette politique qui, depuis l'assassinat de Kennedy, d'abord, du président Kennedy, les tentatives d'assassinat contre De Gaulle et finalement son élimination, les assassinats de Martin Luther King en 1968 et de Bob Kennedy, depuis ce moment-là, où les verrous ont sauté, il n'y a plus véritablement de résistance, les chefs d'État du monde n'ont pas résisté, eh bien c'est le moment de se lever et de dire que les peuples doivent faire un effort pour mettre la pression sur leurs chefs d'État.